Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je vous remercie 1000 fois pour vos commentaires enthousiastes qui sont l'essence même de ces chroniques. J'adore nos échanges et notre passion commune pour l'astrologie. Sans vos retours, je n'y passerai pas autant de temps. Alors c'est reparti. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la pleine lune du 22 juin qui a lieu à 3h08 si on est à Paris. La pleine lune est à 1,7 degré du Capricorne. Elle est évidemment opposée au Soleil sur le même degré, mais en Cancer. Elle est aussi en opposition montante à Vénus, qui est à 5,52 degrés, et Mercure à 9,57 degrés, aussi dans le Cancer. La pleine lune est en trigone montant à Mars, à 9,28 degrés dans le Taureau, en carré à Neptune à 29,54 degrés dans les Poissons, en semi-sextile à Pluton rétro à 1,33 degré dans le Verseau et en trigone à Chiron à 23,01 degrés dans le Bélier. La pleine lune est maîtrisée par Saturne qui est à 19,22 degrés dans les Poissons et forme deux aspects majeurs, un trigone à Mercure et un sextile à Uranus qui est à 25,17 degrés dans le Taureau. Il est aussi en sesqui carré à Pluton. Alors une pleine lune en Capricorne symbolise un point culminant ou une période de réalisation dans les domaines associés à ce signe de terre. Le Capricorne est lié à l'ambition, à la structure, à la responsabilité, à la maturité et à l'accomplissement professionnel. Sous cette pleine lune, on peut ressentir une forte pression pour atteindre des objectifs concrets et pour évaluer notre progression dans notre carrière ou pour des projets à long terme. C'est un moment propice pour reconnaître les efforts déployés et pour ajuster nos stratégies afin de maintenir ou d'améliorer notre statut. Vénus, juste en face, représente l'amour, les relations, l'esthétique et les valeurs personnelles. En Cancer, Vénus est très attachée à la famille, à la maison, au clan, à l'entreprise et donc aux émotions que ces domaines génèrent. Les relations prennent une teinte plus nourricière et protectrice. Les besoins émotionnels et la sécurité affective sont prioritaires. Nous avons donc besoin de rechercher plus de confort et d'intimité dans nos relations et de valoriser les connexions profondes et sincères. Mercure régit la communication, les pensées et les échanges intellectuels. En Cancer, Mercure tend à s'exprimer de manière intuitive et émotionnelle. La communication devient plus sensible et empathique, avec une attention accrue aux besoins émotionnels des autres. Les souvenirs et les expériences passées peuvent également influencer fortement les discussions et les prises de décision. Dans un premier temps, l'opposition entre ces énergies met en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre les responsabilités professionnelles, l'ambition et les besoins émotionnels et familiaux. Il peut y avoir donc des conflits ou des tensions entre notre ambition, nos objectifs pro et les obligations familiales et ou la fidélité au clan. La pleine lune en Capricorne pousse vers une approche pragmatique et rationnelle, tandis que Vénus et Mercure en Cancer favorisent une approche émotionnelle de la tradition. Alors cela peut créer des conflits internes ou externes où l'on doit choisir entre suivre une stratégie et répondre à des besoins sensibles. Les relations peuvent être mises à l'épreuve avec une nécessité de mieux comprendre et de répondre aux besoins de l'autre. La communication peut nécessiter plus de sensibilité et d'empathie pour éviter les malentendus, les disputes ou les blessures. La susceptibilité étant très très vive en ce moment. C'est surtout un bon moment pour réévaluer nos valeurs, nos priorités, nos objectifs à long terme à la lumière de nos besoins actuels. Alors, le carré hanté en apex duquel se trouve Neptune nous parle de perturbation, d'incertitude, de confusion, tant il est difficile en ce moment de distinguer ce que nous pensons dur comme fer être notre réalité, des fantasmes dont les autres nous abreuvent. Et ce sont ces fantasmes, ces délires qui peuvent amener
à des déceptions plus ou moins cruelles. Neptune dans les Poissons peut inciter à la fuite devant les défis concrets, à fuir des responsabilités d'une façon ou d'une autre. La pleine lune en Capricorne, cependant, exige de faire face aux réalités et de prendre nos responsabilités. Alors, ce conflit peut créer des situations où l'on cherche à éviter des réalités désagréables ou des obligations lourdes, à emboîter le pas à une ou un autre, quitte à lui fausser compagnie à la dernière minute. Il est donc crucial d'être particulièrement vigilante lors de cette période, car les illusions et les tromperies peuvent être plus fréquentes. Il est important de vérifier les faits, de ne pas se laisser emporter par des influences irréalistes et de maintenir un certain discernement face aux situations qui vont nous être présentées. Lorsque Neptune est en carré des luminaires, notre volonté a tendance à poursuivre des objectifs chimériques. Nous n'avons pas toutes les données, toutes les cartes en main, ou c'est le plus fréquent, nous ne voulons pas les voir et préférons nous obstiner dans la mauvaise voie. Alors parfois c'est par idéal, mais parfois c'est aussi par arrogance. Alors il y a un épisode de la mythologie qui cadre parfaitement avec cette pleine lune et que j'aimerais vous partager ici. C'est l'épisode du retour de Dionysos dans la ville de sa mère, à Thèbes, où trône le roi Panthée. L'histoire de Panthée et de Dionysos peut être interprétée comme la lutte entre Saturne et Neptune. Le roi Panthée, alors en grec pantos qui veut dire deuil, chagrin, douleur, incarne Saturne, représentant d'un système monolithique et fermé axé sur le contrôle et la rigidité. Il doit être détrôné, tout comme Cronos avant lui, et finira démembré, symbolisant le démantèlement de son pouvoir. La chute de Panthée se déroule dans des circonstances où seul Tirésias, le voyant aveugle, le plus connu de la mythologie, et Cadmos, le grand-père de Panthée, qui sont les seuls à accueillir Dionysos comme le dieu qu'il est. Alors Tirésias, en tant que voyant, sait que Dionysos est le fils de Zeus et reconnaît la divinité derrière l'étranger. Dionysos, Neptune, pour nous toutes et tous, c'est notre différence. Cadmos, fondateur de Thèbes, donc le premier roi de Thèbes, incarne un aspect lumineux de Saturne, ayant lâché prise sur le pouvoir en faveur de son petit-fils. Contrairement à Panthée, qui représente la rigidité, le puritanisme, l'intransigeance, Cadmos montre sagesse et révérence envers le sacré, en pliant le genou devant Dionysos. Le genou, pour tout ce qui est toute la sphère saturnienne, c'est vraiment un endroit très particulier. En général, il ne plie pas, et c'est bien pour ça qu'il est blessé. C'est vraiment l'ADN précieuse de Saturne, loin de nous raidir. Dans le pouvoir, nous sommes appelés à reconnaître un ordre plus puissant encore qui nous transcende. Alors Tirésias et Cadmos tentent de dissuader Panthée de ses actions, sachant qu'il est insensé de s'opposer à Dionysos. Alors, aux yeux de Panthée et de ses nombreux partisans, Dionysos est une menace, voire un fou furieux. Les défenseurs de Panthée, bien qu'ils puissent se disputer entre eux comme tous les divers courants politiques, voient en l'étranger un danger pour leur fondement et paradigme dominant. Pour Panthée, aveuglé par ses repères fixes, Dionysos apparaît comme une figure insaisissable et métamorphique, échappant aux catégories traditionnelles de sagesse et de folie. Dionysos incarne l'unité vivante, contrant la fragmentation mentale qui morcelle notre existence. De nos jours, cette scission se manifeste entre autres par la transformation des fermes en usines agricoles, des marchés de village en centres commerciaux, des animaux en simples produits de consommation, etc. Rien ne vient interrompre cette dérive vers la marchandisation de la vie. Et c'est presque logique du coup que Panthée et ses caudataires, qui cautionnent et organisent ces situations mortifères, soient horrifiés par l'incursion de Dionysos, auquel ils ne comprennent rien, ou plus juste d'ailleurs, ne veulent rien comprendre, et le jugent fou, c'est-à-dire irresponsable. La responsabilité,
les compartiments, les secteurs, la hiérarchie n'ont rien à voir avec l'ADN de Neptune. Avec Neptune, nous pouvons être séparés des gens et des choses sans que la notion de karma y ait quoi que ce soit à voir, par exemple. Tout simplement parce qu'avec Neptune, la séparation n'existe pas non plus. Toute vie, toute chose est consubstantielle et est liée à l'histoire commune. Pour toujours, pour l'éternité, tout est absolument inséparable. Alors à Thèbes, l'harmonie sera rétablie lorsque le vin, le lait et le miel recommenceront à couler, impliquant l'abattement de certaines barrières, tant externes qu'internes. Avec Dionysos, les cloisons qui opposent l'esprit à l'âme, la tête au corps, la raison à l'irrationnel, la science au mythe, l'efficacité économique à la contemplation, etc., toutes ces cloisons sont dissoutes. C'est un retour au sacré, car l'absence de sacré conduit au désenchantement du monde. Bon, c'est une chronique un peu pesante pour cette pleine lune, mais Neptune étant à 29 degrés 54 minutes, enfin on est vraiment à 6 minutes de la fin de son signe, elle est à considérer avec beaucoup d'attention. Surtout qu'elle est en apex du carré entre le Soleil et la Lune. Nous sommes invités à être réceptifs à notre capacité à nous transformer en investissant toute notre volonté et nos émotions dans une représentation visuelle élevée pour la fin de ce cycle cosmique et le début de ce nouvel univers. Il existe le pouvoir d'engendrer la graine et de guider la future plante. Le germe d'un nouveau commencement existe en puissance. Accueillons-le avec respect. Il y a 2 références historiques qui illustrent tout ce que nous venons de partager. À l'époque où Neptune était en fin des poissons, donc on était en mars 1861, Abraham Lincoln commence son investiture. Et un mois plus tard, en avril, lorsque Neptune est à 29 degrés 50, comme il l'est aujourd'hui, dans les poissons, la guerre de sécession commence. Lincoln avait une conjonction serrée Saturne-Neptune dans son thème. Et on voit bien à quel point le mythe de Dionysos et de Panthée se raccorde à l'énergie de cet homme. En novembre 1989, Saturne et Neptune sont exactement conjointes en Capricorne et c'est la chute du mur de Berlin. Quels sont les murs en nous-mêmes qui ont besoin d'être abattus? Qu'est-ce que nous avons cloisonné et qui nous empêche de nous développer, d'évoluer, de grandir, de nous épanouir? Utilisons les énergies formidables de cette pleine lune pour travailler là-dessus. La pleine lune du 22 juin est à 1 degré du Capricorne et nous avons une deuxième pleine lune en Capricorne le 21 juillet à 29 degrés, qui sera, elle, exactement en sextile à Neptune à 29 degrés. Quelle est notre capacité à briguer, à exercer notre autorité calmement et sûrement sur notre gouvernement intérieur? Nous avons le pouvoir de diriger et guider notre évolution en respectant, à l'instar de Cadmos et Tirésias, l'enchantement de la vie. Le premier jour de l'été, c'est le 20 juin. Vendredi 21, c'est la fête de la musique. Tout pour plaire à Dionysos. Tâchons de prendre du temps pour célébrer ces 3 jours-là. Qu'après, on va avoir encore du travail, surtout en France. Saturne est en sextile et en trigone aux 2 planètes du mental. Le temps que nous prendrons pour réfléchir intimement ou dans la solitude amènera de la profondeur et une réalisation solide. Notre intelligence est capable de s'élever, ce qui peut s'interpréter de multiples façons, bien sûr. Nous pouvons faire montre de talent dans l'organisation d'un projet, sa gestion. Nous pouvons nous impliquer en politique, rejoindre un groupe de discussion philosophique ou métaphysique. Notre activité peut se tourner vers des objectifs à longue portée sans que notre entourage soit d'ailleurs au courant. Ça peut vraiment être décidé dans notre intimité, tout cela.
Cette pleine lune peut nous amener l'inspiration d'une vision lucide totalement inédite. Les personnalités que nous allons approcher aujourd'hui peuvent devenir nos amis de demain parce que nous rapproche une vision fraternelle, sororale de l'humanité. Alors, je vous partage l'influence de cette pleine lune par maison, c'est-à-dire les maisons dans lesquelles vous avez l'axe Cancer-Capricorne. C'est dans ces maisons que va avoir lieu la pleine lune pour vous. Si la pleine lune transite votre axe maison 1 et 7, vous pourriez avoir à faire des choix difficiles entre avancer dans votre carrière et consacrer du temps à vos relations personnelles. Il pourrait être nécessaire d'avoir des conversations franches avec votre partenaire sur les responsabilités et les attentes mutuelles. Réfléchissez à la façon dont vous vous présentez dans vos relations et si cela reflète vraiment qui vous êtes. Vous pourriez ressentir le besoin d'assumer davantage de responsabilités dans vos relations ou de définir des limites plus claires. La pleine lune est un moment de culmination. Vous pourriez avoir des résultats ou des réalisations concrètes dans vos partenariats ou dans des projets personnels sur lesquels vous avez travaillé dur. Il s'agit aussi d'un moment pour libérer ce qui ne vous sert plus. Alors cela peut inclure des comportements ou des dynamiques relationnelles toxiques. Si la pleine lune transite vos maisons 2 et 8, sur l'axe 2 et 8, vous pourriez devoir réévaluer vos finances personnelles et celles que vous partagez avec d'autres, comme un partenaire ou une entreprise. Une discussion sur la gestion des comptes conjoints ou des investissements communs pourrait s'imposer, par exemple. Vous devrez peut-être décider si vous devez investir dans quelque chose qui correspond à vos valeurs éthiques ou si vous devez vendre des actifs pour des raisons financières. Vous pourriez être confronté à une situation où vous devez rembourser un prêt. Si la pleine lune en Capricorne transite vos maisons 3 et 9, vous pourriez devoir résoudre des questions ou finaliser des projets liés à la communication ou aux études ou à une formation. Par exemple, terminer un projet académique important pour prendre la décision de poursuivre des études supérieures, peut-être en réorientant votre parcours éducatif pour mieux aligner vos objectifs à long terme. Vous pourriez avoir à organiser un voyage à l'étranger pour des raisons professionnelles ou éducatives, ou décider de réviser vos plans de déplacement quotidien pour améliorer votre efficacité et réduire le stress. Vous pourriez vous engager dans une nouvelle pratique spirituelle ou participer à des activités culturelles qui enrichissent votre perspective du monde, comme assister à des conférences, des séminaires ou des ateliers sur des sujets qui vous passionnent. Vous pouvez aussi lui en donner des conférences ou des séminaires. Si la pleine lune transite votre maison 4 et 10, vous pourriez ressentir le besoin de réévaluer l'équilibre entre vos responsabilités professionnelles et vos obligations familiales ou personnelles. Par exemple, vous pourriez décider de réduire vos heures de travail pour passer plus de temps en famille ou inversement, accepter une promotion qui exige plus de temps et d'engagement tout en cherchant des moyens pour maintenir l'harmonie à la maison. Ce transit peut apporter des décisions importantes concernant votre domicile ou votre carrière. Par exemple, vous pourriez envisager de déménager pour être plus proche de votre lieu de travail ou pour trouver un environnement qui soutient mieux votre ambition professionnelle. Ou bien, vous pourriez décider de rénover votre maison pour créer un espace de travail à domicile plus efficace, reflétant ainsi une nouvelle phase dans votre vie professionnelle. Si la pleine lune transite votre axe maison 5 et 11, vous pourriez devoir équilibrer vos projets créatifs personnels avec vos engagements et responsabilités au sein de groupes ou d'organisations. Vous pourriez être amené à terminer un projet artistique ou un hobby personnel tout en jonglant avec des responsabilités au sein d'une association ou d'un groupe de travail collaboratif. Cela pourrait inclure la présentation de votre travail à un public plus large ou la recherche de moyens pour aligner vos passions personnelles avec des objectifs de groupe. Cette pleine lune peut mettre en lumière des dynamiques entre vos relations amoureuses
ou romantiques et vos amitiés ou réseaux sociaux. Par exemple, vous pourriez réaliser que vous devez accorder plus de temps à votre partenaire romantique tout en maintenant un équilibre avec vos engagements sociaux. Ou bien des tensions pourraient surgir si vos amis ne soutiennent pas votre relation actuelle, vous poussant à prendre des décisions claires concernant vos priorités relationnelles. Si la pleine lune transite l'axe 6-12 de votre thème, vous pourriez ressentir le besoin de réévaluer votre équilibre entre travail quotidien et bien-être mental. Cette pleine lune pourrait vous inciter à prendre des mesures pour améliorer votre environnement de travail afin de réduire le stress et favoriser la concentration. Vous pourriez également décider de mettre en place des routines de bien-être comme la méditation ou le yoga pour gérer les pressions professionnelles tout en préservant votre santé mentale. Cette pleine lune peut vous amener à réfléchir sur la manière dont vous servez les autres et comment cela s'aligne avec votre chemin spirituel ou votre connexion intérieure. Par exemple, vous pourriez être inspiré à consacrer plus de temps au bénévolat ou à des activités de service communautaire, mais qui nourrissent votre âme et votre esprit. Vous pourriez également ressentir le besoin de vous engager dans des pratiques spirituelles plus profondes pour trouver un équilibre entre vos obligations terrestres et vos aspirations spirituelles. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour un travail sur votre thème, une révolution solaire si c'est votre anniversaire ou une synastrie, contactez-moi sur astrolosophie.com ou à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophiecafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie. Bye.